Comment protéger son épargne en 2025? Cette question, c'est celle que vous vous êtes posée suite à la dernière vidéo où nous avons évoqué l'ensemble des règles, l'ensemble des lois qui étaient à la disposition de l'État pour, quelque part, spolier notre épargne. Vous avez été 80 000 à voir cette première vidéo, vous avez été plus de 800 à poser cette question. Nous avons maintenant les clés pour savoir comment l'État pouvait prendre notre épargne, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous protéger? Alors cette question, nous allons y répondre aujourd'hui. On va balayer ensemble les différents cas qui vont nous permettre de nous protéger, d'une part, d'une crise politique qui pourrait s'avérer majeure, mais également nous protéger du système bancaire, nous protéger d'une faillite, d'une crise financière ou économique qui pourrait également s'avérer majeure. Dans un premier temps, je voudrais rappeler un précepte pour se protéger, un précepte que nous avons tous reçu lorsque nous étions enfants, une phrase qui peut aujourd'hui paraître anodine, et paraître même peut-être un peu stupide pour certains, c'est « ne mets pas tous tes œufs dans le même panier ». Cette phrase, qui peut paraître vraiment très simple, elle est pourtant le fondement de nombreuses choses en économie et en finance. Si vous prenez par exemple la structuration d'un portefeuille financier, il repose sur ce principe. Si vous prenez la structuration d'un ETF, c'est-à-dire d'un panier d'actions ou la réplique d'un indice, c'est encore une fois ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est se diversifier pour limiter le risque. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir. Nous allons chercher à étaler les risques, à se diversifier, mais également à anticiper. Pour anticiper, malheureusement, il faut prévoir le pire. Il faut essayer d'anticiper le pire. Pour débuter, nous allons scinder la réflexion que nous allons faire. Nous allons d'abord nous protéger d'une crise politique et, dans un second temps, essayer de pallier à une crise qui pourrait être financière et ou économique. L'ensemble des propositions que nous allons voir ensemble peuvent répondre parfois aux deux et parfois à l'une et l'autre. Et c'est pour ça que je voudrais que vous ayez une réflexion, si vous venez à mettre en place tous ces principes, qui est celle de se demander qu'est-ce que je cherche au fond, de quoi je souhaite me protéger et qu'est-ce que je souhaite anticiper. Car chaque point ne pourra pas vous protéger de tout, mais vous protégera au moins d'une des situations. Le premier point que je voudrais évoquer avec vous et que malheureusement les gens ne pensent pas à faire, et je ne sais pas pourquoi, je le vois au quotidien au travers des profils de mes clients, c'est le fait de se multibancariser. Se multibancariser, c'est le fait d'avoir plusieurs banques qui font que notre épargne, nos revenus ne vont pas tomber au sein d'un seul et même établissement. C'est quelque chose qui peut paraître anodin pour certains, qui peut paraître farfelu pour d'autres qui ne sont pas multibancarisés, mais c'est quelque chose qui est très important. La première chose pour laquelle c'est important, le premier principe, c'est parce que aujourd'hui, le Fonds Garantie Dépôt et Résolution, le fameux FGDR, va couvrir, en cas de faillite bancaire, une limite d'épargne à hauteur de 100 000 € par personne et par établissement. C'est-à-dire que si vous avez une épargne qui se situe au-delà des 100 000 €, admettons 110 000 €, distribuée sur 3 comptes différents, 2 comptes ou 3 comptes d'épargne, je ne sais, plus un compte courant, eh bien, en cas de faillite de la banque, ce fonds, hypothétique soit-il, s'il venait à être mis en place et s'il pouvait être mis en place, eh bien, il ne couvrirait que 100 000 €. C'est-à-dire que vous perdriez la valeur de 10 000 € parce qu'il couvre un établissement et une personne. C'est pourquoi il est toujours important et intéressant de se multibancariser pour, si d'aventure il y avait une crise financière et si le fonds était mis en place, que vous puissiez bénéficier au moins de cette couverture. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que vous ne savez pas de quoi est fait la vie.
Par exemple, vous avez tous vos comptes, tous vos avoirs dans la même banque. Si demain votre agence venait à fermer, ça peut paraître bizarre, ça peut paraître idiot, mais sachez qu'il y a de nombreuses agences qui ferment chaque jour pour des restructurations, pour des délocalisations ou je ne sais. Eh bien, le temps que la passation se fasse, croyez-moi, je l'ai vu, il peut y avoir une coupure, que ce soit informatique, que ce soit aussi de relation avec votre conseiller. Et le fait d'avoir la possibilité de se rabattre sur une autre banque le temps que celle-ci se fasse, eh bien, ça peut vous éviter des situations bien inconfortables. Alors, on se multibancarise. D'accord. On essaye de se diversifier. On diversifie donc les établissements bancaires au sein de l'Hexagone. Mais si on le peut, on essaye également de se multibancariser et d'ouvrir une banque à l'étranger. Alors, je sais que certains d'entre vous vont bondir en entendant ça, vont me dire que ce n'est pas possible, que c'est illégal, qu'on ne peut pas ouvrir un compte bancaire à l'étranger si nous ne sommes pas résidents du dit pays. Et malheureusement, vous vous trompez. Ces réflexions, je les ai lues de nombreuses fois dans les commentaires sur les réseaux, lorsque nous avons évoqué de nombreuses fois la possibilité pour les Français de s'établir à l'étranger. Eh bien, sachez que d'une part, c'est tout à fait légal, et d'autre part, que tout Français, sans résider dans un autre pays, peut établir un compte à partir du moment où il est déclaré. Pour ceux qui seraient encore réticents à l'idée que ce soit possible, je vous invite à consulter le CERFA numéro 3916. Celui-ci vous oblige à déclarer tous les actifs financiers détenus dans un établissement qui ne serait pas dans l'Hexagone. Bien évidemment, si ce CERFA existe, si Bercy l'a établi, c'est que certains Français sont établis et que c'est surtout autorisé. Alors, creusons un petit peu, s'établir à l'étranger, d'accord. Pourquoi faire dans un premier temps pour continuer cette idée de multibancarisation, pour se couvrir d'une crise politique qui viendrait malheureusement à venir piocher dans l'épargne des Français d'une manière ou d'une autre, lointaine ou proche. Et dans cette idée de diversification, ouvrir à l'étranger, c'est comme je le disais, se protéger. Est-ce que c'est compliqué? Non. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'était quelque chose qui était assez complexe. Vous deviez vous déplacer physiquement, vous rendre dans une agence à Luxembourg, à Genève, à Lausanne, trouver le bon conseiller. Vous étiez parfois mis en relation de par un ami ou par un autre conseiller, une forme d'intermédiaire. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait en quelques clics et qui ne demande pas de fonds extraordinaires. Les néobanques, vous en avez probablement entendu parler, qui sont des N26, des Revolut, des Trade Republic, pour certaines, sont établies en dehors de l'Hexagone. Je vais me permettre de creuser ce sujet parce qu'il est très important. Une banque comme N26, par exemple, qui était à l'origine établie en Allemagne, a malheureusement aujourd'hui ouvre des comptes qui sont appuyés sur le système bancaire français. Donc il faut bien évidemment être regardant sur ce qu'il est possible de faire. Une banque comme N26, une banque comme Revolut, qui sont des établissements tout à fait convenables, ouvrent aujourd'hui des comptes qui ont des IBAN commençant par FR. À l'époque, il y avait des IBAN comme les IBAN allemands qui permettaient donc d'être en dehors de l'Hexagone, et depuis peu, l'entité comme N26 a souhaité rapatrier donc l'ensemble de ces comptes et les mettre avec un IBAN FR. Lorsque vous ouvrez un compte, il est très important que vous fassiez cette vérification. Pourquoi? Parce que la banque a beau être un établissement étranger, si l'IBAN est domicilié en France, vous êtes régi par les lois françaises. Alors, veillez à bien faire cette vérification qui, à nouveau, peut paraître anodine, mais qui est très importante. Des néobanques, il en existe énormément. Vous ne pensez pas au nombre, vous avez probablement une liste en tête qui sont celles qui communiquent énormément, probablement sur les réseaux sociaux et peut-être même dans les médias traditionnels. Mais il en existe énormément, on en a répertorié à peu près un peu plus d'une vingtaine au total. La majorité sont accessibles aux Français et vous permettent
de vous bancariser à l'étranger, mais également de conserver des devises, d'autres devises, comme le franc suisse, comme le dollar. Et à nouveau, en faisant cela, en changeant de devise qui est sur un autre établissement bancaire, vous allez pouvoir étaler le risque, élargir, si vous voulez, cette perception. Il faut vraiment que l'étalement du risque, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, devienne un principe de base. Avoir des euros, c'est très bien, mais si l'euro continue à être dévalué comme il est aujourd'hui, c'est une problématique. Avoir des euros, des dollars si on peut, et des francs suisses, on maximise nos chances qu'à la sortie, tout se passe à peu près bien. On vient de regarder cette partie-ci, de creuser un petit peu la multibancarisation. Vous venez de voir qu'il est tout à fait possible de s'établir à l'étranger, de se multibancariser en France, d'étaler ses avoirs, et de cette manière, eh bien, on va se protéger d'une crise politique. D'accord ? On se protège aussi quelque part d'une crise financière, avec cette fameuse garantie à hauteur de 100 000 euros. Donc, sur cette idée-là, sur cette première protection, on va pallier aux deux principes que nous avons évoqués au début de la discussion. Ensuite, comment pouvons-nous nous protéger ? Eh bien, le deuxième principe, il est à nouveau idiot pour certains et pour d'autres, il fera peur. C'est l'idée d'investir. Alors, investir, lorsque je jette ce mot sur la table, certains sont des investisseurs nés, certains investissent sans le savoir, et d'autres pensent que ce n'est pas accessible pour eux sous prétexte qu'ils n'ont pas assez d'argent. La notion de ne pas avoir assez d'argent, elle est propre à chacun. Aujourd'hui, investir, c'est quelque chose que nous pouvons faire avec 10 euros. Une dizaine d'euros, une vingtaine d'euros vous permet aujourd'hui d'investir. D'investir dans des actifs qui sont parfois fractionnés, dans des actifs qui sont parfois entiers, que ce soit de l'immobilier, que ce soit des parts d'entreprise, que ce soit même des fractions d'actifs de collection, et on y reviendra un petit peu après, comme des montres, des bouteilles de vin ou même des œuvres d'art. Pourquoi est-ce qu'investir est quelque chose d'important ? Parce qu'encore une fois, vous devez maximiser les risques. Vous devez étaler l'épargne que vous avez dans différents actifs dans l'hypothèse où celui-ci verrait à fluctuer. Si vous avez de l'argent dans de l'immobilier, dans un portefeuille action, sur les marchés financiers, que vous avez des placements dans des œuvres d'art, le marché immobilier s'écroule, très bien, c'est malheureux, mais ok, il faut faire avec. Pendant ce temps-là, le marché action a peu de chances de dévisser également au même moment. Et les œuvres d'art ou les fractions que vous avez dans les œuvres d'art ont peu de chances de dévisser elles-mêmes. Si vous avez tout concentré sur l'immobilier, en investissant dans l'immobilier, à ce moment-là, vous prenez un risque, malheureusement. L'investissement, c'est quelque chose pour beaucoup de gens qui n'est pas possible ou ces personnes n'osent pas franchir le pas parce qu'elles se focalisent sur l'immobilier, sur les marchés financiers, et généralement, ça ne va pas au-delà. L'investissement parfois au travers de private equity, comme investir dans des sociétés, parfois en local, mais on ne sort rarement de ce trio. Eh bien, c'est une erreur. Le précepte que je donne lorsque je m'entretiens avec mes clients et qui cherchent à élargir un petit peu leur centre d'intérêt, à essayer de comprendre ce qu'ils peuvent faire, je leur explique qu'il faut avant tout investir dans quelque chose que l'on comprend et que l'on aime. Alors, qu'est-ce que c'est quelque chose que l'on comprend et que l'on aime ? Eh bien, ce sont des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Par exemple, vous avez entendu, comme tout le monde, que le marché des crypto-monnaies s'envolait et vous avez fait cette réflexion de nombreuses fois en vous disant « je n'ai pas acheté de Bitcoin ou d'Ether, il faut que j'investisse, il faut que j'investisse ». Est-ce que vous comprenez réellement ce marché ? Est-ce que vous avez été au-delà de cette réflexion de dire « il faut que je le fasse ». Est-ce que vous comprenez tous les mécanismes ? C'est la question qu'il faut vous poser. Peut-être qu'à l'inverse, vous êtes un passionné de vin. Vous aimez le vin, vous aimez son histoire, vous aimez les différents cépages, et peut-être que vous êtes incollable. Le vin est un actif financier. Peut-être que vous êtes un passionné de montres de collection. Peut-être est-ce que vous rêvez d'avoir
une montre emblématique d'une franchise russe, d'une franchise suisse, pardon, excusez-moi. Eh bien, c'est un actif. C'est quelque chose qui a une valeur, qui peut potentiellement perdre de sa valeur et qui peut potentiellement augmenter sa valeur. C'est un actif. Investissez dans quelque chose que vous comprenez. J'ai pris des exemples qui parlent à beaucoup d'entre vous, j'imagine, et certains vont me dire, bah oui, c'est évident, mais il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Il y a des objets de la vie de tous les jours qui sont devenus des objets de collection. Il y a la culture, par exemple, certaines bandes dessinées, certains mangas, quoi que l'on pense, ont une valeur. Les célèbres cartes Pokémon, qui valaient quelques centimes ou peut-être quelques euros et qui sont devenus des objets de collection. Investissez dans quelque chose que vous comprenez. Prenez du recul sur ce qu'il est possible de faire, sur ce que vous définissez comme un actif potentiel, et essayez de voir si sa valeur peut augmenter, et bien évidemment perdre, et quelle peut être sa valeur dans le temps. Mais vous devez impérativement comprendre ce que vous faites. Alors bien évidemment, je ne vous décourage pas d'investir dans l'immobilier, dans un portefeuille financier, des ETF, des actions ou d'autres produits, mais n'allez pas vers quelque chose que vous ne comprenez pas. C'est la base de tout. Ensuite, je voulais aborder un sujet qui est cher aux Français, qui est celui des contrats d'assurance vie. Dans la dernière vidéo, on a vu ensemble que c'est un produit, c'est un contrat qui était fait pour capter l'épargne. L'État s'en sert pour capter l'épargne et se sert des fonds pour développer le pays, en quelque sorte. Mais il peut être aussi très facilement réquisitionné et on a vu ensemble les différents outils qui le permettaient. Toutefois, je sais que les contrats d'assurance vie sont très chers aux Français. Ils sont très chers aux Français parce que certains ont grandi avec, ont dans l'idée que ce produit est une forme de produit miracle, que ce soit pour épargner, mais également pour transmettre. Alors, il y a une alternative à cela. Cette alternative, elle s'appelle le contrat d'assurance vie luxembourgeois, qui repose sur des mécanismes qui sont sensiblement les mêmes que le contrat d'assurance vie français, à quelques exceptions. La première, l'exception majeure, c'est ce fameux triangle de sécurité. Le triangle de sécurité, il va reposer sur 3 points qui sont essentiels au contrat d'assurance vie. Le premier, c'est que les dépôts sont complètement distincts des actions. C'est-à-dire que dans le bilan de l'assureur, vous avez d'un côté les dépôts et d'un côté la partie sur laquelle les dépôts sont investis. Et ça, c'est très important pour la suite, on va le voir. La deuxième, c'est qu'il y a un organisme qui veille quotidiennement à contrôler les assureurs, à veiller qu'il n'y ait pas d'écart et que leur structuration soit juste selon la réglementation. Et j'insiste sur le point quotidien parce que c'est vraiment ce que relève ce fameux organisme. Le troisième point, c'est que si l'assureur venait à faire faillite, vous êtes le premier créancier. Les clients sont les premiers créanciers. J'insiste sur ce point parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait une séparation entre les actions et les dépôts. Les dépôts sont bien dans une forme de case bien indépendante. Et si l'assureur venait à faire faillite, eh bien, un créancier externe ne pourrait pas venir réclamer sa créance et la créance ne pourrait pas être réglée avec les fonds. C'est-à-dire que dans la structuration, les fonds appartiennent aux déposants et en cas de faillite doivent retourner aux déposants, mais ne peuvent en aucun cas servir à régler une autre créance. Ça, c'est ce qu'on appelle le fameux triangle de sécurité. C'est la différence que l'on a avec la structuration d'une assurance vie traditionnelle française. Toutefois, les choses ne sont pas aussi faciles, pas aussi belles qu'on puisse le croire, parce que malheureusement, dans certains contrats d'assurance vie luxembourgeois, il y a les fameux fonds euros. Et ces fonds euros, eh bien, ils sont régis par les banques françaises. Et s'ils sont régis par les banques françaises, ils tombent sous le coup de la loi Sapin II de 2016.
Et malheureusement, si jamais il y avait une problématique financière, l'État peut interagir sur ces fameux fonds euros au travers de cette loi Sapin. Alors soyez vigilants, si vous détenez un contrat d'assurance vie luxembourgeoise ou que vous souhaitez vous y diriger, il est impératif, si on veut faire les choses bien et si on prend l'initiative de faire cette opération, de s'assurer qu'il n'y a pas de fonds euros. Sinon, malheureusement, son opération n'a pas le même sens. Ensuite, on va évoquer un autre actif que vous entendez régulièrement tout au long de la journée, mais est-ce que vous avez franchi le pas? C'est celui des métaux précieux, de l'or et même de l'argent. Ça paraît, encore une fois, peut-être assez stupide pour certains de se dire, bien évidemment, il faut acheter de l'or, ou non, je ne veux pas acheter de l'or parce qu'il y a des arnaques, parce qu'on ne sait pas, est-ce que c'est vraiment de l'or, est-ce que c'est authentifié, est-ce que c'est sécurisé? J'ai acheté de l'or papier, je préfère. Il faut savoir que dans la structuration d'un portefeuille, quel qu'il soit, d'une épargne, l'or, c'est la base. C'est une forme de fondation que vous devez faire, que vous devez construire pour l'ensemble de votre patrimoine. Pour vous donner un exemple, lorsque l'on prend des portefeuilles d'investissement qui sont reconnus, qui ont été essorés, comme les portefeuilles Harry Brand par exemple, il y a 2 types de structuration. La première se fait en 4 quarts, donc pour 4 classes d'actifs, et la deuxième en 3 tiers, pour 3 classes d'actifs. Eh bien, sachez que 1 quart se situe en or et 1 tiers se situe en or. Et le ratio est énorme. Mais si celui-ci est énorme, c'est qu'il y a une raison. Parce que si, déjà, pour commencer, l'or est un actif qui, depuis une vingtaine d'années, ne fait que grimper de manière régulière, il y a une fluctuation bien évidemment, mais qui a tendance à aller à la hausse, et il faut savoir que c'est le seul actif qui, quoi qu'il arrive, même dans les scénarios les plus incroyables, les plus improbables et les plus catastrophiques, vous couvre. Si demain il y a une panne informatique générale pendant 15 jours là où vous êtes, que vous ne pouvez pas vous servir de votre carte bancaire, que vous ne pouvez pas retirer d'espèces ou que vous êtes arrivé au bout de vos espèces, l'or vous sauvera. Si les marchés financiers, que votre devise, quelle qu'elle soit, s'écroule, l'or vous sauvera. L'or est un actif que l'on n'a pas envie de se servir, dont on ne veut pas se servir, et j'espère que personne n'aura à s'en servir, mais qui doit impérativement être dans une constitution d'épargne, dans une constitution de portefeuille, et qui permet de se débancariser, et qui permet de se protéger en quelque sorte d'une crise politique. Pourquoi? Bien parce que les gouvernements n'ont pas la main sur l'or que vous possédez. Les banques n'ont pas la main sur l'or que vous possédez. Il vous appartient, et une fois que vous l'avez, vous êtes seul maître, il n'y a pas de taxe. Pour l'instant, peut-être que ça arrivera, mais on est dans un moment où cet actif est protégé. Alors il doit faire partie de votre épargne. Acheter de l'or, c'est pas nécessairement que posséder un lingot ou un lingotin. Ça peut se faire au travers de choses, de pièces, par exemple. Vous avez le célèbre louis d'or, le célèbre Napoléon, la pièce à l'effigie de 20 francs à l'effigie de Napoléon III du Second Empire. C'est un objet de collection avant tout, mais bien évidemment c'est une réserve d'or. Pour ceux qui connaissent, vous savez que les pièces sont nombreuses, que tout au long de notre histoire, elles ont été nombreuses à être produites et qu'il en reste encore et qu'elles se monnaient aujourd'hui et qu'elles sont la mainmise de collectionneurs ou de personnes qui souhaitent acquérir de l'or. Et ces formats sont pratiques parce que vous pouvez en avoir, vous pouvez les garder chez vous, ça ne prend pas de place, ça se cache assez facilement. Bien évidemment, passé un certain montant, vous avez la possibilité de faire appel à une banque, généralement en dehors de l'Hexagone, qui va stocker votre or et vous délivrer un certificat. Vous avez la possibilité d'aller consulter ce stock et vous avez également la possibilité de faire des retraits à tout moment. L'or se fait aussi en version papier, ce que l'on appelle l'or papier. C'est une très mauvaise idée. Pour être totalement sincère,
si ça rend les choses beaucoup plus faciles au quotidien lorsque vous constituez un portefeuille et que vous voulez mettre un quart d'or, d'acheter un ETF par exemple. C'est quelque chose qui est beaucoup plus facile que d'acquérir pour, je ne sais pas, 20 000 euros d'or. Eh bien, sachez que l'histoire nous a montré qu'il y a en circulation plus de papier que d'or et que malheureusement, le jour où l'on devrait remettre sur la table, faire les comptes, si je puis m'exprimer ainsi, eh bien, il y aurait beaucoup plus de papier que d'or. Et donc, certains contrats ne vaudraient rien. Donc, soyez vigilants et privilégiez bien évidemment l'or physique à l'or papier. Le dernier actif dont je voudrais parler, à nouveau, comme les autres, certains vont être pros, d'autres vont dire oui, bon, ok, mais c'est compliqué ou c'est pas facile. Ce sont les crypto-monnaies. S'il y a encore 5 ans, les crypto-monnaies étaient un outil, étaient un actif de spéculation qui permettait de faire énormément de profits parfois et de faire le désastre de certains. Aujourd'hui, certaines crypto-monnaies, comme le Bitcoin, comme l'Ether, sont devenues des réserves. C'est-à-dire qu'elles sont imprimées, et notamment le Bitcoin est imprimé dans une quantité qui est définie, et dont nous allons bientôt arriver sur celle-ci en circulation. Et de ce fait, ça constitue une réserve. Si certains pays ont commencé à se constituer une réserve de cette monnaie numérique, c'est qu'il y a un intérêt. Si certains protagonistes financiers, comme BlackRock par exemple, ont constitué des contrats comme l'ETF adossé au BTC, c'est qu'il y a une raison. C'est que celui-ci a été pris en compte par l'économie, par le monde de la finance, et que celui-ci doit être comptabilisé comme un véritable actif qui doit compter dans le temps. Alors, ne négligez pas les actifs de crypto-monnaie. Ils peuvent faire partie, si c'est quelque chose que vous comprenez à nouveau, sur un point où vous êtes intéressé, vous pouvez investir. Et je vous encourage à investir à partir du moment où vous comprenez cette partie-ci. La dernière question que vous devez vous poser, c'est, on a vu l'ensemble des actifs possibles, où est-ce que l'on peut investir, chacun y trouvera son compte à la fin de cette vidéo, mais la question qui vient maintenant, c'est comment est-ce que je répartis ces actifs? J'ai 100, est-ce que je fais 50 dans l'immobilier, 25 dans un portefeuille financier et 25 dans de la crypto-monnaie ou une collection de montres? Ça, c'est un sujet qui est très compliqué, qui dépend de vos objectifs, qui dépend de vos attentes et qui dépend de votre patrimoine. Cette question, nous l'évoquons dans la newsletter que nous avons mise en place. Donc vous pourrez retrouver toutes les informations en description de cette vidéo. Et nous avons établi 10 portefeuilles. Le premier portefeuille, c'est quelque chose qui est là pour sécuriser son épargne, qui est là pour contrer l'inflation et qui aura un objectif de quelques pourcents à l'année, 3, 3,5, peut-être 4. Et à l'inverse, à l'autre bout de cette chaîne, le 10e portefeuille, lui, est très agressif, beaucoup plus volatile, et va aller chercher des rendements de plusieurs dizaines de pourcents. En 2024, on est arrivé sur 60, constitué bien évidemment à majorité de crypto-monnaies. Pour aller chercher des rendements comme ça, vous imaginez bien que ça ne se fait pas avec de l'or. Et l'idée de ces portefeuilles, on ne les a pas inventés. Ce sont des portefeuilles qui sont issus d'économistes, ce sont des portefeuilles qui sont issus de sociétés financières reconnues sur la place. Et notre but, c'était de les mettre en avant chaque semaine, de les suivre, de suivre leur évolution, de vous indiquer les changements potentiels à l'intérieur de ces différents portefeuilles et également de vous expliquer. Mon rôle est de vous expliquer. C'est celui que j'incarne le mieux et dans lequel je suis le plus à l'aise. Et l'idée, ça va être de vous expliquer de façon hebdomadaire pourquoi est-ce que telle société financière a constitué ce portefeuille, pourquoi est-ce qu'il y a un changement, pourquoi est-ce qu'ils ont mis tel ou tel actif, pourquoi est-ce qu'il est plus intéressant de se diriger vers tel ou tel portefeuille lorsque l'on a X ou Y profil. Cette newsletter, on l'a constituée de cette manière, avec le développement très poussé de l'ensemble de ces portefeuilles, mais également une veille financière pour pouvoir vous informer de certaines informations qui passent à la trappe sur les grands médias, et également un billet, une analyse très personnelle que j'affectionne tout particulièrement parce qu'il n'y a pas de langue de bois. Le discours est beaucoup plus libre sur cette newsletter qu'il peut l'être sur certains réseaux sociaux. Et
J'ai hâte de commencer à vous partager cette newsletter. Au moment où vous pourrez voir cette vidéo, elle sera disponible. Je vous remercie pour ce moment passé ensemble. Après avoir vu tous les mécanismes qui permettaient à l'État de potentiellement spolier une partie de notre épargne, vous étiez nombreux à vouloir savoir ce qu'il était possible de mettre en place et j'espère que nous avons apporté ces solutions aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.